Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Star Wars en direct, la voix du fandom depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, c'est Aude, accompagnée de mon cher ami Fred. Fred, bonsoir. Salut Aude, salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver, ça faisait un petit bail, donc là ça fait plaisir de revenir. Ça fait un bout de temps qu'on ne t'a pas entendu sur les ondes, Mm. Fred, c'est vrai. Et pourquoi donc on est là ce soir, chers abonnés, chers visionneurs, écouteurs, auditeurs, pour un épisode Star Wars en direct musique, qui est quand même notre création, et pour un épisode consacré au merveilleux reportage consacré à John Williams qui a été diffusé récemment, début novembre, sur Disney+, et qui fait un retour sur presque l'intégralité de la carrière du fameux compositeur John Williams, qui est autrement connu par chez nous pour ses musiques de Star Wars, en tout cas de 9 films Star Wars, mais évidemment pour une carrière monstrueuse, puisque le monsieur a quand même plus de 90 ans, donc on va avoir le plaisir de revenir dessus, toi et moi. En tout cas, de ne pas revenir sur toute sa carrière, mais pour vous faire un petit, on va dire, résumé du reportage, pour vous dire si ça vaut le coup ou pas de regarder. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme je le dis toujours, n'hésitez pas à visiter notre boutique en ligne sur Redbubble pour porter les couleurs de Star Wars en direct avec de beaux t-shirts. Vous n'avez pas eu la voix de la pub aujourd'hui, mais rappelez-vous que c'est toujours bien de porter un t-shirt en pensant à nous, avec de très beaux logos. Et ça nous soutient, ça soutient financièrement la chaîne qui est entièrement supportée par Dany, notre suprême leader, qu'on embrasse également. Fred, embrasse Dany, s'il te plaît. Je me prosterne même. Voilà, c'est ça, je me prosterne à vos pieds, ô Seigneur. Ceci étant dit, si vous avez fini de vous prosterner avec nous, je vais te laisser la parole, Fred, pour nous dire pourquoi on fait un tel épisode. Ouais, alors on a déjà évidemment parlé de John Williams dans Star Wars en direct en musique. On avait fait un épisode un petit peu, hein, ce qui est logique. On avait même fait un épisode sur les influences d'ailleurs de John Williams. Et d'ailleurs, les influences de John Williams sont mentionnées, hein, sont dans le documentaire. Il y a quelques passages, donc ça rentre évidemment en complément. Donc on va peut-être pas évidemment refaire l'émission la dernière fois. Donc on va essentiellement parler du docu, donc qui est Music by John Williams, puis avec un zoom évidemment sur Star Wars, puisque là effectivement John Williams c'est Star Wars, mais c'est, vous le savez bien autre chose, et donc on va un peu digresser vers d'autres œuvres, mais je pense qu'ils intéresseront tous nos auditeurs, parce que globalement les fans de Star Wars sont fans de John Williams dans son entièreté de toute façon. Le docu, donc comme tu l'as dit, donc il est disponible sur Disney+ depuis début novembre, et donc le réalisateur c'est Laurent Bouzereau. Peut-être que ça vous dit quelque chose, les chers auditeurs. C'est un spécialiste de making of, en fait. Alors déjà qui est français, d'origine française, mais qui est installé aux États-Unis depuis un moment. Et il a beaucoup travaillé donc pour les making-of de Steven Spielberg, notamment pour tous les making-of des différents Blu-ray de ses derniers films. Et il a aussi réalisé celui du Réveil de la Force. Absolument. Ouais, en 2018. 2016. Donc oui, 2016, effectivement. 2016. Ouais, t'as raison. Et donc voilà, c'est Monsieur Docu Spielberg, Lucasfilm, voilà, donc c'est comme on disait en off tout à l'heure, c'est un petit peu logique qu'on le retrouve dans ce type de projet. Bah, on sent que c'est un amoureux et qui avait ses entrées aussi auprès et des réalisateurs qu'il a interviewés pour le docu, et de John Williams en lui-même. Il a dû le rencontrer, quoi. Tout Il a à dû fait. avoir cette chance. Ouais, tout à fait, parce qu'effectivement, on n'est pas comme ça, on n'interviewe pas John Williams et Spielberg et puis tous les autres participants aussi facilement. En plus, on sait bien, le making-of, c'est quand on réalise des making-of, on est en ultra proximité avec les équipes, donc il y a évidemment des liens de confiance qui se créent. Et d'ailleurs, dans le docu, on voit bien que le réalisateur et que les participants sont en totale confiance avec notre ami Laurent Bouzereau. Et il a aussi réalisé, je ne sais pas s'il y en a qui l'avaient vu, un documentaire qui s'appelle Five Came Back. Moi, j'avais vu juste un épisode, mais c'était assez intéressant. C'est aussi un doc produit par Spielberg, qui Spielberg produit
évidemment également musique by John Williams, et qui étaient des interviews de 5 réals qui ont vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est assez intéressant, c'est en quelques épisodes et c'est sur Netflix. Voilà, c'est ceux qui aiment le cinéma américain du milieu du XXe siècle, et voilà, on parle de John Ford, voilà, il y a des interviews de Coppola, etc. Donc il a été connu aussi pour ce documentaire il y a quelques années. D'accord. Voilà. Et donc là, on est dans un docu, je sais pas ce que tu en penses, Aude, mais assez classique, en fait, sur la vie d'une œuvre, d'un homme, en termes de forme. Voilà, Oui, en termes de forme, on délivre sa biographie et son œuvre, on va dire, professionnelle, en même temps qu'un peu les étapes principales de sa vie. Après, c'est pas du tout dans l'analyse vraiment empathique de sa vie, mais sur chaque étape, il va y avoir des grands réalisateurs, des grandes époques, et comme on le disait, il a quand même vécu assez vieux, donc on n'est pas rentré dans les détails à chaque fois, mais il y a beaucoup d'étapes qui jalonnent son parcours. Et ce qui était intéressant, et dont on avait déjà parlé plusieurs fois, toi et moi, en se disant, ça serait bien si on pouvait faire un épisode entièrement consacré à John Williams, mais comme il n'a pas fait que du Star Wars, est-ce que Dany nous autoriserait justement à revenir un petit peu sur l'intégralité de sa carrière, sachant qu'il y a plein d'autres choses, mais il a été, Dany, tout de suite OK pour qu'on fasse ça, et comme tu le disais, les auditeurs de Star Wars en direct et de notre merveilleuse petite communauté, abonnez-vous, sont globalement des gens qui sont à peu près dans la même génération que toi et moi. Il y a des plus jeunes, il y a des plus âgés, mais si on apprécie le travail de John Williams sur les trilogies Star Wars, il y a de grandes chances qu'on soit connaisseur, au moins, voire amateur de ses autres travaux, on va dire, de la fin du XXe siècle, mais il a fait aussi tellement de choses avant que ça vaut le coup de vous faire découvrir ce qui s'est passé avant, comment il en est arrivé là. En 2 mots, hein, on ne va pas réécrire nous la biographie, mais ça peut être sympa de vous le faire partager. Et pour les gens qui n'auraient pas le temps ou pas l'envie de se plonger dans un documentaire complet, si la partie Star Wars uniquement vous intéresse, justement, on va vous donner quelques petits indices pour comprendre le monsieur et l'entièreté de son œuvre. Voilà. Et le défi était quand même assez dingue de faire un documentaire d'1h30 sur John Williams et l'entièreté de son œuvre, puisque j'ai envie de dire, chaque film pourrait avoir à lui tout seul un documentaire de 3 heures. Donc évidemment, ça va vite, c'est une synthèse, mais de tout son travail. Il y a des films, je sais pas, par exemple, il passe assez rapidement sur je sais pas, Indiana Jones, par exemple. Oui, c'est très rapide parfois. C'est quelques minutes, alors qu'évidemment, on est un peu frustré, parce qu'on a envie, par exemple, de savoir les coulisses de comment le thème est arrivé. Mais évidemment, qu'en 1h30, c'est impossible. Et donc, il a privilégié aussi des témoignages, donc de lui-même, John Williams, déjà, parce que c'est pas forcément évident. Il y a plein de docus qui n'ont pas les héros incarnés en direct. Donc là, c'est le cas. Et puis plein d'interviews. Alors ça part dans tous les sens. On a des réalisateurs, on a des journalistes, on a des musiciens de pop, de musique classique, on a des compositeurs de musique de film. En plus, moi, j'ai 2 chouchous là. J'aime bien Alan Silvestri et Thomas Newman. Je les aime bien, ces compositeurs qui ont pas mal la parole dans ce documentaire. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a un peu la famille aussi. Il y a la fille de John Williams. Donc voilà, il y a le petit-fils, effectivement. Donc c'est assez vaste. Il y a le domaine professionnel, le domaine personnel. Donc ça permet de saisir le personnage dans son entièreté. Et puis, c'est plutôt un documentaire assez nostalgique, avec un peu d'émotion quand même. Ouais, j'ai trouvé ça assez émouvant à plein de moments. Ouais. Et puis, donc dans notre petite émission du jour, Aude, on va prendre la chronologie. Hein. On va vous raconter un petit peu ce qui se passe, sans aller forcément dans les détails, parce qu'on va vous laisser quand même la primeur de quelques petites surprises qu'il y a dans le documentaire, mais on va prendre de manière chronologique le docu. Absolument. Donc ce docu, comme tu l'as dit, réalisé par monsieur Laurent Bouzereau et produit, entre autres, par Steven Spielberg. Steven Spielberg, vous le verrez intervenir dans le documentaire du début à la fin,
Je pense que c'est un des personnages qui a le plus de temps de parole dedans. Et c'est justement très touchant de voir leur relation. Et il y a une sincérité dans le documentaire, ça fait pas du tout promo. Bon, à plus de 90 ans, il n'a plus besoin qu'on lui fasse sa promo, le Johnny. Et il y a vraiment comme tu disais, une proximité, une sincérité dans les intervenants, et même dans John Williams lui-même, parce que, alors, au début, on va un peu parler de son enfance, tout ça, mais rapidement après, vous allez le voir au piano. Il est devant un piano, il est avec donc le réalisateur, et il joue des petites mélodies pour expliquer, mais il joue vraiment à une main, et il vous explique la composition, et c'est hyper intimiste, quoi. On a l'impression d'y être, et il fait ça avec une telle humilité que c'est assez fascinant. C'est vraiment très agréable à écouter. Ouais, ça démarre par ça d'ailleurs, par Les Dents de la Mer, où il fait, c'est un peu le début du doc, où il joue au piano les célèbres notes. Ouais. Et je sais pas si tu as remarqué, mais quand il joue les notes, il y a un plan sur son visage, et il a vraiment un regard, mais émerveillé. Donc il a 92 ans, et il joue comme ça les notes sur son piano devant le réalisateur, et il a vraiment quelque chose dans le regard de, je sais pas moi, d'émerveillé, on dirait un enfant, quoi. Et toujours, en fait, tu comprends tout, en fait, dès le départ, quand il joue ces petites notes, quand tu regardes un petit peu son visage qui s'éclaire, tu sens la passion, et pourquoi aussi il a duré aussi longtemps, en fait, dans le temps, Ouais. parce qu'il a vraiment la passion totale pour la création, en fait. Et tout de suite, ça donne le ton du documentaire, du personnage, et du documentaire ensuite, quoi. Il est candide du début à la fin, en fait, ce monsieur. Quand tu le vois, alors, par contre, il fait partie des gens qui ont eu l'air vieux assez tôt. Et même quand il a une quarantaine d'années, il a un look qui le fait paraître un petit peu âgé, mais l'avantage après d'avoir très peu vieilli finalement. C'est le style de l'époque, ça aussi. C'est le style de l'époque, mais particulièrement à des moments où il parle, il a vraiment l'air d'un gamin dans un corps d'adulte, par cette simplicité, ouais, cette douceur dans ses créations. Il a l'air vraiment cool, ce monsieur. Donc, en vrai, il s'appelle pas John, il s'appelle Johnny Williams. Il faut le dire. C'est son vrai prénom, c'est Johnny, et il est né à New York, de 2 parents déjà musiciens. Donc, quand tu arrives dans une famille où les parents sont tous les 2 baignés dedans, le papa, il est percussionniste professionnel. Il joue pour la radio notamment, et la maman, elle est chanteuse, si je dis pas de bêtises. Je ne l'ai plus là dans sa fiche, mais il me semble me souvenir quand il baignait dedans. Donc lui-même, il a fait de la musique dès qu'il était tout petit, quoi. Et des génies comme ça se nourrit. L'oreille absolue et compagnie, ça se nourrit en étant plongé dedans, donc ça fait des Mozart, quoi, des gens comme ça. Ouais, parfois il évoque le fait qu'il est un petit peu autodidacte, mais je sais pas si c'est vraiment le terme, parce que pourquoi pas. Mais c'est vrai, quand on baigne dans la musique, finalement, je pense que il y a quand même des choses qui arrivent beaucoup plus facilement. Après, on comprendra aussi que c'est pas juste évidemment du génie, comme tout génie d'ailleurs, finalement. C'est aussi un énorme bosseur, et c'est aussi voilà, tous ceux qui ont du talent dans la musique, dans l'art, dans le sport, c'est toujours pareil, hein. Il y a le talent, mais il y a un énorme travail derrière, et c'est bien montré d'ailleurs aussi le documentaire, le fait qu'il a fait des sacrifices dans sa vie pour le travail, et notamment au début de sa carrière, parce que voilà, il était marié avec des enfants, il fallait que sa famille puisse vivre correctement, et donc il a beaucoup bossé énormément au début de sa carrière. Tout jeune, à un moment, il me semble qu'on entend, ou quand je vous dis tout jeune, il avait peut-être 12-13 ans, il faisait 6 heures de piano par jour. Tout à fait. C'est pas du piano avec YouTube récréatif, quoi. C'est des cours de solfège, parce qu'il avait une tante aussi, je crois, qui était dans la musique et qui le forçait à faire ses entraînements de piano. Donc il a dû s'en taper des gammes et des arpèges. Il voulait être pianiste. Ouais, il voulait être pianiste. Ouais. C'était son rêve. Et puis voilà, fan de jazz, quoi. C'est ça. C'est vraiment. Donc parce qu'il est né en. Alors remettons sa date de naissance. Il est quand même né en 1932. Donc 1932, en effet, on baigne dans le jazz aux États-Unis. Et le piano, c'est un des instruments qui lui a été mis dans les mains, mais pas que, parce qu'après, il a aussi fait d'autres choses. Il a fait notamment le trombone, le tuba et la trompette. Et à 15 ans, il est déjà meneur de son propre groupe de jazz.
D'où le Jeez qui arrivera dans Star Wars. Exactement. Souvenez-vous de notre premier épisode ensemble, l'épisode pilote que tu avais écrit, où on vous faisait écouter les musiques intradigétiques à la saga Star Wars, et où on avait le fameux morceau de musique du Cantina Band, qui était très inspiré de jazz, notamment de Sing Sing Sing. C'est quoi l'auteur déjà? C'est Goodman, non? C'est c'est ça. Et on avait déjà insisté sur le fait que voilà, John Williams s'était fait plaisir niveau jazz là-dessus. Il n'y a pas de mystère, il est né dans cette période-là, et c'est ce que jouait notamment son père. Donc, oui, tout à fait. Et puis c'est ce qu'il écoutait. Il écoutait à la radio, et en fait, d'ailleurs, ça peut paraître un peu étonnant parce qu'on pourrait dire pourquoi pas une carrière de jazz, mais c'est vrai que il explique d'ailleurs que c'est un peu par opportunité, voire par accident, qu'il est devenu compositeur de musique, de films, de séries à la télé. C'était pas forcément le plan de départ, mais il y avait un besoin tel en fait à l'époque dans les studios hollywoodiens, que c'est là aussi qu'il y avait du boulot, et donc voilà, il est parti par opportunité, pas forcément peut-être pas forcément de gaieté de cœur au départ parce que c'était pas son ambition première, mais c'est un peu alimentaire, quoi, voilà. Comme on a tous fait, hein. Et d'ailleurs il le dit plusieurs fois, il n'est pas cinéphile. C'est vrai que c'est vrai. c'est ce qu'il dit, donc ça peut paraître étonnant, mais il le dit 2 ou 3 fois dans le documentaire. C'est pas quelqu'un qui va souvent au cinéma, quoi. Voilà. Ce qui rejoint une de tes questions que tu avais écrite pour le Jar Jar Quiz de la convention Génération Star Wars et Science-Fiction à QC il y a presque 2 ans, où il y avait une question qui disait qu'est-ce que n'a jamais fait John Williams. En fait, il n'a jamais vu un seul film Star Wars. Ouais, il s'est jamais posé dans une salle de cinéma pour le regarder de A jusqu'à Z, terminé, quoi. Voilà, il le fait quasiment jamais, en fait. Il voit évidemment j'ai pensé à toi quand je l'ai entendu dans le reportage. Je me suis dit vraiment. Ouais, non, mais c'est assez étonnant, mais bon, après il y a pas mal d'artistes aussi comme ça, qui une fois en fait le travail accompli, en fait c'est le voyage qui compte pour eux, et une fois le travail accompli, en fait ça sert plus à rien d'aller écouter ce qu'ils ont fait. Il y a même des artistes, parfois une fois que l'album est sorti, ils l'écoutent plus jamais, en fait. C'est assez courant, assez étonnant, et donc là voilà, il fait comme je disais, beaucoup de sacrifices, et il se qualifie vraiment d'artisan, un peu l'artisan de la musique, quoi. C'est-à-dire, il y a du boulot, il enchaîne, il passe à un autre, il enchaîne, et c'est ça, tout le début de sa carrière, c'est ça, quoi. Mais ceci dit, il fait de l'alimentaire comme ça, il va te pondre de la musique comme nous, on ferait un métier de base, comme tu dis, de l'artisanat, mais lui a un niveau quand même intellectuel très exigeant et très élevé. Mais dès ses 19 ans, il compose quand même lui-même quelque chose pour lui, on va dire, pour son propre plaisir, et il commence déjà à se voir, on va dire, en chef d'orchestre. Il lie l'interprétation, la composition et l'orchestration, tout en se consacrant à ses études et après à ses boulots, etc. Il est comme une pieuvre avec tout plein de tentacules qui tirent un petit peu vers tout ce qui touche à la musique, à la fois dans des niveaux récréatifs et dans des niveaux très techniques, mais très tôt, en fait. Voilà, 19 ans, on faisait quoi, nous, à 19 ans, il me semble? On n'avait pas le même niveau, quoi. On n'avait peut-être pas les mêmes exigences aussi alimentaires de nourrir une famille, mais... C'est vrai. Et d'ailleurs, il a donc plusieurs enfants, il s'est marié assez tôt, et très rapidement, on nous parle un peu de sa vie intime. Il y a un petit moment émouvant quand on parle notamment est abordée la mort tragique de son épouse à 40 ans. Donc ça a été 41, et d'une rupture d'anévrisme, je crois. Et ça a été pour lui, d'ailleurs même il a 92 ans, ça remonte à loin, et rien que de l'évoquer dans le documentaire, on sent que c'est encore très douloureux, quoi. Donc on comprend le choc que ça a pu être pour lui, qui s'est retrouvé comme ça, père à devoir élever ses enfants. Donc ça a été un gros break là dans sa carrière à ce moment-là. Absolument. Il y a un choc, ouais.
Donc il a notamment écrit, enfin il a mis sa carrière un peu de côté. Je crois qu'il a écrit un concerto aussi pour elle, je crois, il me semble. Oui, j'ai cru entendre ça, oui. Ouais, et donc voilà, une sorte de break quand même, un peu de. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le projet Star Wars va quasiment arriver dans la foulée en fait. Et le projet Star Wars, c'est pour lui, c'est le début d'une nouvelle ère, quoi. Parce que là, il était dans une forme encore, même si voilà, il était connu dans le petit milieu musical hollywoodien. Star Wars, évidemment, ça va changer sa vie. Et ça va tout basculer, quoi. De sauter dans le Star Wars, c'est à partir de là, nous, vraiment, on s'y intéresse, on le connaît, mais c'est encore une fois, c'est un monsieur qui est très âgé maintenant, donc la première partie de sa vie, il a fait donc énormément de musique de feuilleton, il composait des musiques de feuilleton, mais de genres complètement différents, à la fois des trucs humoristiques, romantiques, à suspense, policiers, et il a commencé à travailler sur des musiques de films. En effet, on lui a commencé à lui confier comme tout le monde, des petits projets, puis des trucs de plus en plus gros. Et dès qu'il a eu un pied, on va dire, dans les musiques de films un peu plus connues, c'est là qu'est née sa relation avec Spielberg, qui l'a fait connaître en fait derrière. D'où Spielberg, Lucas et compagnie, mais il a commencé à peser dans le game à partir de ce moment-là. Il a suffi d'un banger, comme ils disent les jeunes, avec Les Dents de la Mer, et d'un deuxième avec Star Wars, et puis on était bon, quoi. Mais le nombre de fois où Spielberg intervient là-dedans et où tu vois leur relation en disant, tu vois, c'est son gars sûr, quoi. C'est mutuellement, c'est deux. C'est la bromance, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la bromance, exactement. Exactement. Ouais, c'est carrément ça, et Spielberg qui va faire une sorte de mariage arrangé, quoi, avec Lucas. Et il va vraiment convaincre Lucas et convaincre Williams, et il va dire, mais bossez ensemble, bordel. C'est ça. Je vous assure, ça va marcher. Écoutez-moi. Faites des bébés musicaux, ça va aller. Absolument. Écoutez-moi, vous êtes fait pour bosser ensemble. Et voilà, c'est quand même. Il avait vu juste notre ami Steven, comme souvent, quand même, dans sa carrière. Et voilà, donc il y a dans cette partie qui s'ouvre sur Star Wars, justement, toute petite partie qui traite des influences de John Williams, dont on avait parlé justement dans l'émission. Absolument, allez voir cet épisode, tout à fait, ouais. Voilà, parce que Lucas, évidemment, a des influences, il a envie de faire revenir le symphonique dans les films. En mode 2001, l'Odyssée de l'espace. Ouais, voilà, ça l'a marqué. Il a des compositeurs romantiques à lui faire écouter, et voilà, il bosse là-dessus. Et Star Wars, c'est le retour du symphonique dans un film moderne de geek, quoi. Donc c'est ce mélange, parce qu'à l'époque, Lucas et Spielberg, pour le coup, ils sont très jeunes. Et de croire en le retour de cette musique symphonique orchestrale, c'était vraiment pas du tout évident. Et repartir sur des vieux schémas de leitmotiv, donc tous ces motifs musicaux pour chaque personnage. Williams va en composer entre 80 et 90 thèmes, dit-il dans le documentaire. Et pour Star Wars, hein. Seulement pour Star Wars. 80 thèmes, ouais. Donc c'est un pari assez fou. Donc là, on imagine le boulot qu'il a pu accomplir. Et évidemment, on attendait un petit peu ça. On a les images de John Williams qui fait jouer à l'Orchestre de Londres l'ouverture de Star Wars un peu pour la première fois. Et bon, voilà, on les a un peu déjà vues, ces images, évidemment, mais ça fait toujours son petit effet. Absolument. Ouais. Oui, parce qu'il va préciser que dans le reportage qu'au début, il jouait avec des petits orchestres assez diversifiés dans les instruments, mais avec des petites quantités de musiciens pour chaque. Et puis, à partir du moment où il va faire ses preuves, on va lui filer des orchestres de maboule avec vraiment de gros orchestres symphoniques avec tout ce qui claque bien. Et là, il va pouvoir s'éclater. D'ailleurs, il va être à un moment chef d'orchestre de l'orchestre de Boston qui s'appelle le Boston Pops. Et ça va se passer plus ou moins bien suivant les moments d'ailleurs, mais il va avoir ce boulot en parallèle, en fait. En parallèle de toutes les musiques de film, il a son poste en tant que chef d'orchestre à Boston.
Ils ont pas mal insisté là-dessus, ça avait l'air d'être un gros pan de sa carrière aussi, quoi. Ouais, c'était important et surtout parce que c'est revenu, ça revient de temps en temps, c'est, un compositeur de film par rapport aux compositeurs de musique classique, on va dire traditionnelle, à quel niveau il se place dans l'histoire de la musique et même dans l'importance de la musique classique. Et l'histoire du Boston Pop, c'est intéressant parce qu'il s'est fait un peu rejeter par les musiciens, Oui. les musiciens de l'orchestre, qui avaient sûrement une forme d'ego, enfin qui estimaient que la musique de film, c'était voilà, notamment pour des films de science-fiction, on imagine que le musicien, voilà, le violoncelliste traditionnel de l'orchestre, il a dit mais c'est qui ce gars-là, qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? Et ce qui fait que John Williams a démissionné en fait, hein, très rapidement, vu qu'il y avait des sortes de grèves, de gens qui voulaient voulaient pas jouer ça, voilà, des dissensions. Qui n'étaient pas d'accord avec les choix, ses choix d'orchestration, ses choix de musique en fait, à jouer le soir à Boston. Et finalement, c'est étonnant parce que ça s'est bien terminé, parce qu'il est revenu. Il est revenu, oui, après. Ouais, il est revenu après, quoi. Donc, parce que, bon, voilà, le compositeur de musique de film, il est. Oui, c'est un peu un geek, quoi, justement. Effectivement, il est enfermé, il voit pas le public, jamais. Et là, pour lui, c'était l'occasion de John Williams de rencontrer le public et puis de jouer. Voilà, dans une grande salle, voilà, et d'entendre des applaudissements d'un public qui vient l'écouter, et c'est pour ça, je pense aussi qu'il a accepté ce type de projet, en fait. Et ça, on est vers les années 90 à ce moment-là, quand ça se passe, cette histoire à Boston, et ça m'a fait sourire, en effet, ce truc les musiciens puristes de l'orchestre, et pourtant, c'était pas des gens qui avaient 60-70 ans, voilà, c'était des musiciens pros qui avaient l'âge de travailler, et qui snobent ce côté musique de film. Ça m'a fait sourire en me disant, dis donc, maintenant, tous les concerts de musique de film qu'il peut y avoir, en tout cas moi en région parisienne, dédiés à des types de musique ou à des compositeurs, ça marche à fond, les gens ils sont en liesse dans la salle, quoi. C'est pour en avoir fait un qui n'était pas dirigé par évidemment John Williams lui-même, mais rien que un avec un très bon orchestre à la salle Playel à Paris. Quel était cet orchestre, je ne sais plus. C'était John Williams et Zimmer, une sorte de petite battle en fait, un titre de l'un, un titre de l'autre. Et ce qui déchaîne la foule, c'est la marche impériale. Il n'y a pas ça et le Pirate des Caraïbes. De l'autre côté, Harry Potter a du succès aussi, mais la marche impériale qu'ils nous ont gardée pour la fin, c'est une dinguerie, quoi. Et pourtant, dans le public, voilà, il n'y a pas que des gros geeks comme nous. Enfin, quand je regardais autour de moi, je voyais tout. Et ça, je me dis, c'est bien, c'est fait, les musiques de films, c'est de la musique, quoi. N'importe quelle musique, c'est de la musique. D'ailleurs, à un moment, dans le reportage, quelqu'un a dit ça et j'ai oublié de le noter, donc je ne sais plus qui l'a dit. Je crois que c'est Williams qui cite, je crois que c'est Ray Charles, qui dit, il y a deux types de musique, la bonne et la mauvaise. Tout le reste, il n'y a pas d'y avoir de dissension, tel type se vaut plus qu'un autre. Donc, si quelqu'un retrouve l'auteur principal de la citation, mettez-le nous dans les commentaires, mais j'aurais dû le noter à ce moment-là, mais je me suis dit, ça, c'est vrai, ça, il a raison. Tout à fait. Et donc pour revenir à Star Wars, donc instant frisson à ce moment-là, donc vous aurez le droit à vous avez le droit à des images d'archives, parce que oui, on l'a pas forcément dit, mais on a quelques images d'archives. Et il y a un truc qui est sympa aussi, parce qu'on l'a pas dit pour Les Dents de la Mer, de temps en temps, ça doit arriver 2-3 fois où il y a les images sans musique. Et puis voilà, donc ça juste avec les sons de la scène, et après la même scène, on la voit avec la musique de John Williams. Et on le voit ça dans Les Dents de la Mer. Oui. Et là, à cette période pour Star Wars, on n'a pas exactement ça, mais on a la scène des couchers de soleil de Luke avec le premier choix de Williams. Qui n'a pas forcément été validé par Lucas, et après la même scène avec le morceau validé, ce qui est assez marrant à voir, parce que c'est facile, mais ça marche toujours, ce genre de... Mais ça marche toujours, et là c'est sérieux.
Et on apprend, notamment concernant Star Wars, mais il y a d'autres films à un moment où ça a été évoqué, c'est qu'en attendant, pardon, pour les prévisionnages, on va dire, pour les bêta-diffusions, quand la musique n'a pas été faite, parfois ils vont diffuser avec autre chose, donc globalement de la musique classique, et notamment pour Star Wars, ils avaient fait une diffusion des images de Lucas avec Gustav Holst, les planètes, qu'on avait évoquées dans les influences, qui ressemble en effet énormément à un des thèmes de Star Wars. Et moi, ça me fait penser quand il faisait ça, bon voilà, comme ça, il se donnait un petit peu une idée de ce que ça pouvait ressembler. Mais ça me fait tellement penser à ce qu'on peut voir passer sur les réseaux où tu as genre une scène avec des scènes un petit peu iconiques de la pop culture. Donc moi, j'en vois passer beaucoup avec du Harry Potter, où tu vois Voldemort en mode très très énervé, très méchant, et au lieu d'être la musique d'Harry Potter, tu as une musique de striptease, enfin une musique très romantique, et où ça te change complètement l'ambiance, et tu vois par exemple Voldemort là, quand il renaît et qu'il est comme ça et qu'il fait ces gestes là, et en fait avec une musique hyper sexy, oui, ça change tout. Tu vois ça parfois dans Star Wars avec Yoda ou avec Dark Vador, et moi ça m'a fait penser à ça quand tu vois les images sans musique et qui te rajoutent une musique. Tu peux faire dire ce que tu veux au film grâce à une musique, puisque un petit truc de suspense, un petit truc un peu plus pathétique, ça change tout. Ça change tout, et là-dessus il est très fort, et tous les réals qui sont interviewés vont te dire, grâce à la musique de John Williams, enfin mon film, évidemment il lui cire les pompes, mais mon film ne serait pas le même sans sa musique. Mais évidemment, ça on valide, c'est évident. Ouais, George Lucas dit que Williams, c'est 50% de la réussite de Star Wars. Donc, je pense qu'on sera tous d'accord. Je pense que 50%, c'est un bon chiffre. Donc là, c'est quand même Lucas qui le dit. Mais évidemment, sans John Williams, il n'y a pas la réussite de la saga. C'est sûr et certain. Et voilà, c'est toujours bien de le rappeler. Et que Lucas aussi, qui a parfois une forme d'ego un peu important, puisse l'admettre avec autant de facilité, ça fait voilà, c'est bien aussi à entendre. Ouais. Et il compare même, voilà, il compare, quand il a écouté pour la première fois la marche impériale, il compare ça, il dit, à une naissance carrément, quoi, George Lucas. Ah ouais. L'effet que ça lui a fait, enfin vraiment le truc, un truc énorme, quoi. C'est clair, si nous ça nous scotche nous là maintenant, imagine lui à l'époque, surtout qu'il réalisait un genre qui se faisait pas, qui était sa vision à lui. Il a dû avoir une révélation, quoi. Ouais, ça a dû être un choc. J'imagine la première fois qu'il a entendu ça, c'est de lui dire ok, c'est bon, ça, c'est validé, on s'est validé. Et ouais. Donc ouais, toute une petite. On reparle de Star Wars un peu plus tard dans le documentaire, mais là c'est vrai qu'il y a un zoom à ce moment-là, puisqu'on suit, comme tu disais, la chronologie de toute façon de sa carrière. Hein. On va avoir juste un tout petit rappel sur Star Wars, on va dire sur la postlogie. Vraiment un tout petit bout où on voit Daisy Ridley. C'est vraiment fugace, mais on la voit qui découvre son thème pendant l'orchestration de Williams à je ne sais pas quel studio orchestre. Et on voit sa petite frimousse là émerveillée d'entendre son thème, d'autant qu'on l'a déjà répété, mais que c'est un qui tenait à cœur à Williams, qui commençait à en avoir un petit peu ras le cul de composer pour Star Wars, mais qui avait dit celui de Rey, vraiment, je l'aime bien. Et tu de voir sa petite tête émerveillée. Là, t'imagines, toi, tu joues dans un film qui s'avérera être une nouvelle trilogie où tu as quand même le rôle principal, et tu as quelqu'un, tu as un monstre comme Williams qui t'a écrit un thème à toi, quoi. Enfin, à ton perso, mais à toi. Ouais, c'est surréaliste, je pense. Surréaliste. En plus, il est tellement unique, ce thème aussi. Et en plus, c'est le thème de la postlogie, hein, celui-là. Ouais. C'est celui dont tout le monde se souvient, et c'est une des rares raisons pour laquelle on attend une potentielle suite en 2072. Enfin non. Oui. Il repousse la musique de Rey, là. Ils ont pas fatigué là. Non, je dis ça parce qu'il repousse chaque semaine. Non, mais ouais, c'est des passages toujours sympas à voir. Et puis après, on enchaîne sa carrière. Hein. Ça va un peu plus vite du coup, parce que le zoom dans de la mer, c'est un peu vraiment avec Spielberg le point important. Star Wars. Après on passe sur Rencontre du troisième type. Voilà, un film que personnellement j'adore.
et notamment la petite mélodie légendaire de 5 notes quand même. Et là, Oui. c'est un moment cool, vraiment, du documentaire, c'est qu'il explique comment il est arrivé au sol, la, fa, fa, do. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est un moment qui, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas vous expliquer là, parce qu'il le fait bien, mais il explique comment il est arrivé à ces 5 notes du rencontre du troisième type au piano. Donc ça, c'est quand même assez sympa comme moment. Les petits moments où il est face au piano, moi, c'est ce que j'ai préféré. Ouais, carrément. Tous ces petits moments. Ouais. Puis on s'y attend pas et il dit des choses. Ouais, je pense pas forcément tout le temps. Enfin, pas forcément entendu ailleurs. Il y a des choses, des images, des choses qu'on sait. Voilà. Oui, on les Évidemment, connaît. on les connaît. C'est un montage là, c'est un Voilà, montage bien sûr. biographique, mais c'est Tout des à petits fait. Il y a plein moments de choses qu'on justement, on a connaît. l'impression que c'est des petits cadeaux qu'il nous a fait, Ouais, qu'il a fait tout à à fait. Laurent Bouzreau, juste comme ça des petits bonbons. Voilà, c'est exactement ça. Et là, il explique par des mots très simples en plus, assez, Oui, c'est hyper accessible. ouais, très accessible. Ça pourrait être très, voilà, il pourrait être un peu chiant, un peu égocentrique, en disant, voilà, bon, j'ai une révélation. Non, il explique techniquement comment il est arrivé et enfin voilà, avec des mots, comment il est arrivé à ces notes. Et ça, c'est sympa, des notes qui sont quand même assez légendaires, qui ont été repris des milliers de fois dans la pop culture. Donc, beau petit moment. Absolument. Beau petit moment. Et en puis, parlant de pop culture, vous verrez interviewer quelqu'un dont la musique ne me touche pas du tout parce que je déteste ce groupe, mais je sais que beaucoup sont fans. Vous avez Chris Martin du groupe Coldplay qui est du début du reportage jusqu'à la fin, qui va donner à des moments des petites bribes de sa fanitude de Williams. Et notamment, ça, j'ai trouvé ça rigolo, c'est que leur musique d'entrée sur scène au groupe Coldplay, c'est la musique de E.T. Voilà, et ça, c'est un bel hommage. A priori, ils sont méga fans. Et ça marche toujours très très bien quand ils ouvrent. Bon, je trouve que Metallica est plus badass dans ses ouvertures de concert, par exemple, avec Morricone, mais bon, c'était mignon à savoir, je trouve. Un petit E.T. avant les concerts de Coldplay. Il y a pas mal d'artistes qui reprennent des musiques de John Williams au début ou à la fin. Ah ouais? Je pense notamment au live 97 de Daft Punk, le dernier qu'ils ont fait. Si vous l'écoutez, si vous écoutez ce live de Daft Punk, vous prenez le premier morceau et vous entendrez les 5 notes de rencontre du troisième type, ça démarre. Ah ouais, super. Ça démarre comme ça et ça en fait c'est comment le signal du début du concert. Donc voilà, il y a les 5 notes qui démarrent et ils les ont même réutilisées après quand ils ont joué avec Phoenix au Madison Square Garden. Où ils ont démarré, ils ont fait ces notes-là, ils ont même quasiment fait un morceau en utilisant ces notes un peu improvisées, c'était assez sympa. Donc on voit effectivement que ces thèmes cultes sont partout et sont là pour un moment encore, hein, je pense. Hein. C'est culte, c'est rentré. Enfin, on connaît tous quelques notes de Beethoven. On peut tous sortir, enfin tous, dès l'instant qu'on aime un peu la musique, même si on n'est pas fan de musique classique, on peut sortir des trucs très connus de Beethoven. Ce sera pareil. C'est pareil, c'est ça. Et ils insistent aussi, je trouve, au début de sa biographie visuelle, sur son rapport à la musique. Alors, classique, oui, parce que c'est des choses que tu dois apprendre quand tu es un musicien de ce niveau. Quand tu es petit, tu dois te bouffer du Chopin, du Beethoven et compagnie. Mais lui, ce côté fascination pour la musique orchestrale, c'est une discipline, on ne se rend pas compte, je pense, c'est au-delà des 5 notes de rencontre du troisième type, d'écrire et d'orchestrer des symphonies. Enfin, c'est le mec qui savait faire ça, c'était son métier. Il faut quand même être nombreux dans sa tête et d'avoir une grosse tête pour savoir faire des trucs pareils. Cette capacité, à un moment, on voit quelqu'un, je crois que c'est... J'hésite si c'est pas un de ses professeurs musicaux qui lui dit mais pourquoi tu te fais chier à écrire de la musique de film, lâche ça, t'es bien meilleur, tu peux écrire tes propres symphonies. Et l'autre il lui a dit ouais non mais moi j'aime bien en fait, je fais ça parce que j'aime bien, j'ai les capacités, ok, mais je le fais pour cette branche là. Et l'autre lui disait gentiment mais avec un peu de dédain en disant bah, vas-y laisse ça, c'est pour les bolosses, viens chez les puristes quoi. Et encore une fois il le disait avec beaucoup d'humilité, c'était mignon. Ouais, c'est vrai.
Ouais, beaucoup d'humilité. Ça, c'est un mot-clé de ce documentaire du personnage, Ouais, clairement. incroyable, quoi. Énormément d'humilité, ouais. Un peu Et comme Cyril Hanouna, par exemple, on est sur le même degré d'humilité. ouais, à peu près, ouais, C'était le tacle gratuit. ouais. Tiens, je vais faire un tacle aussi, mais rien à voir avec Cyril Vas-y. Hanouna. Chris Martin, je trouve Ouais. que c'est pas, voilà, c'est pas. Je suis un peu comme, j'ai un peu de mal avec ce gars-là. Enfin, ses interventions ne m'ont pas laissé sur le cul, quoi. J'ai trouvé que c'était un Ah peu. bah, Il est un peu à la place du fan lambda ouais. et il tient un peu ce rôle-là. Et puis, je sais pas, je le trouvais un peu. Lui, il fait promo. Lui, il fait interview Ouais, je le promo. trouvais je le trouvais à côté, en fait. Je sais pas. De toute façon, moi, je le déteste, alors c'est comme ça, c'est dit. Enfin, et puis, je sais pas si sa manière de. Ouais, je le trouvais un peu. Je sais pas, un peu teubé. Par contre, moi, j'ai craqué sur Spielberg. Je suis amoureuse de Spielberg, là. D'accord. C'est Putain, j'aime vraiment les vieux, ça y est, depuis je quelques suis jours. vieille, quoi. Ouais, j'ai Bah, eu écoute. 39 ans il y a 2 jours, ça y est, c'est bon. Je valide les vieux, quoi. Allez, on passe comment on dit, il a quel âge Spielberg? 70 et quelques, non? Je sais pas. Au Je sais même pas quel âge. septuagénaire. Septuagénaire, voilà, bah, pourquoi pas. Pas de problème. Bah, Allez. tout est possible en 2024. Sinon, C'est alors, ça, il passe. on a jugé important de mettre ces moments-là dans Ouais, notre émission. c'est important. Alors, ensuite. Et ben justement, Superman. Superman, oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on est passé Superman là-dessus. 78, de Richard Donner, pareil. Alors c'est ça qui est évoqué notamment, je sais pas par qui. En fait, s'il y avait un compositeur qui faisait juste 1 ou 2 films qu'a fait John Williams, le mec serait déjà légendaire. Lui, John Williams, du coup, des films comme ça, il en a fait une quinzaine, quoi. Donc c'est ça qui est complètement ahurissant. Ouais. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, en fait, de faire autant de. Vu qu'on a 40 ans bientôt, enfin, moi j'ai 40 ans déjà, de bangers. Putain, soyons fous. Utilisons des mots qui ne sonnent pas bien dans nos bouches. Ouais, mais ça nous permet de rester Car c'est jeune. pas naturel, mais bon, voilà. On essaie d'accrocher les jeunes fans, voilà, hein, qui nous écoutent, j'espère. Non, ouais, Superman, et évidemment, le thème, voilà, la folie, quoi, pareil. Et on n'y reste pas longtemps à chaque fois. Ouais, là, non, on enchaîne, mais on a les scènes importantes. Il y a un petit mot de Christopher Reeves sur la musique de Williams et sur le film. Voilà, c'est des petites images comme ça qui sont sympas. On bascule avec Indiana Jones aussi. Et d'ailleurs, on voit que John Williams, on se dit, mais pourquoi effectivement il reste dans la musique de film? Mais je pense qu'il, je sais pas, il s'attache aussi à des personnages, à des réalisateurs, je pense, qui en fait par amitié, par affection, en fait, il a envie de travailler avec eux. Et là, sur Indiana Jones, en fait, il expliquait qu'il adorait Harrison Ford, qu'il adorait son côté, enfin, ses mimiques et son côté comique dans Indiana Jones, et qu'il a adoré illustrer musicalement les scènes d'Harrison Ford. Dans Indiana Jones, on pense notamment à la scène culte où il tire au pistolet face au gars qui a son sabre. Voilà, donc on sent qu'il se crée une forme de connexion avec des réalisateurs, avec des personnages, avec des acteurs, et qui lui donne envie en fait de composer la musique, quoi. La relation avec Spielberg, je l'ai déjà dit, mais elle est là tout du long. Et 34 films il a fait Spielberg, a priori, si je regarde sur le net, j'aurais pas su dire, dont Williams a fait toutes les musiques, quoi. C'est la relation, c'est la relation qui est basique. Moi, je suis un petit peu plus cinéphile que mon mari, et je me souviens au début où j'étais avec lui, je lui faisais découvrir des films qu'il aurait peut-être pas regardé, et je lui disais tiens, tu vois, là on va regarder un Spielberg, bon bah tu peux être sûr, même si je ne le sais pas, la musique ça va être Williams. Et lui il connaissait des grands trucs de Williams, mais pas méga fan, mais je disais tu peux être sûr, c'est une association réciproquement profitable, et c'est une base, quoi. On accroche ou on n'accroche pas, mais je trouve que ça, c'est génial, parce que tu vas avoir tellement d'ambiance possible sur tous les thèmes qu'a pu aborder Spielberg, que tu vas pas savoir à quoi t'attendre, parce qu'il est capable de tout, quoi, Williams. Il est capable de faire une musique hyper légère, comme des trucs hyper dramatiques. Ça, ils insistent beaucoup, et parfois, comme tu dis, juste avec une petite image, tu vas avoir la petite image sur Superman, après tu vas avoir l'image d'un autre truc un peu plus intimiste et moins grand public, pardon.
notamment, je crois qu'à un moment, ils sont revenus vite fait sur le film JFK, il me semble. Mhm. Si, ouais. Et à chaque fois, ça te rappelle, te dire, ah oui, putain, il a fait ça. C'est vrai que c'est lui qui a fait ça, quoi. Et en termes de beau gossitude, comme tu disais, un truc aurait pu le rendre célèbre, mais non, lui, il t'en fait 2 par an. La même année, il a fait Jurassic Park et la liste de Schindler, le mec. Enfin, déjà Spielberg, voilà. Déjà Spielberg et les deux ont fait ces deux chefs-d'œuvre bien différents. Et Williams, pareil, il a pondu, je pense, les thèmes dans les plus iconiques et les plus touchants. La même année, quoi. C'est pareil, encore une fois, moi, la même année, qu'est-ce que je fais dans une année de notable, quoi. C'est pas la même chose. Et là, on était sur 93, je crois. Ouais, donc Indiana Jones, E.T., donc, et pareil, voilà, on enchaîne. Hein. E.T., c'est quelle année? C'est la folie. Et mais après, moi, je trouve ça normal. Enfin, je trouve ça normal qu'un réalisateur s'attache à un compositeur. Il y a tellement un côté intime. Il faut vraiment que le compositeur, il rentre dans la tête du réalisateur, en fait, pour vraiment comprendre ce qu'il veut et la petite musique qu'il a dans la tête quand il réalise le film. Et une fois que tu as trouvé ce gars-là, purée, bah, tu le lâches plus, quoi. Ah ouais, parce que j'ai l'impression que lui, terminé, il trouve de son côté, il arrive... je ne sais pas comment il fait, j'ai l'impression que dans le reportage, tu as des gens qui disent « Je lui ai pas dit grand-chose, hein. » Et il m'a dit « Ah ok, attends, j'ai pensé à un truc. » Il a travaillé un week-end dessus, le lundi, il lui pond ça, et l'autre, il est scotché, quoi. Non, parce que je pense c'est 82, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est vraiment... Ouais, il est rentré dans sa tête. Mais c'est comme ça, bah, d'ailleurs, avec d'autres réalisateurs, d'autres compositeurs. Tim Burton avec Danny Elfman, vrai, oui. Silvestri avec Zemeckis. Voilà, ils ressortent un film cette année. Et pareil, c'est un peu, on retrouve un peu la même. Pour ceux qui aiment la musique de Forrest Gump, il y a une nouvelle collaboration avec les mêmes acteurs, le même réalisateur, et la musique, je l'ai écoutée, c'est un peu dans le même style. Donc on voit toujours, il y a cette attache, cette connexion, cette confiance, et qui, voilà, entre un réalisateur et un compositeur. Et clairement, voilà, la fidélité Spielberg-Williams, ça fait partie des plus célèbres, évidemment. Et donc ensuite c'est carrément un autre petit film, hein, Jurassic Park, voilà. Voilà, ça n'a pas trop marché. Ouais. Et c'est marrant parce que à ce moment-là de Jurassic Park, ils interviewent des musiciens de musique classique et donc traditionnelle. Et justement qui explique que certains bons compositeurs ou bons musiciens de musique classique expliquent que ils étaient gamins quand ils ont vu Jurassic Park, et en fait c'est la musique de John Williams qui leur a donné envie de faire de la musique classique. Oui. Et ça c'est là où c'est très intéressant, parce qu'on se rend compte que Williams c'est un peu le chaînon manquant entre la musique classique et la musique de film, et que même les grands compositeurs de musique classique aujourd'hui, ils sont fans de John Williams. Ça, c'est super intéressant. Ah oui, il est tellement vieux que c'était possible d'être fan de lui dans ton enfance. Ah bah bien sûr, oui. Donc certains sont arrivés à la musique avec ça, et c'est ça qu'il faut dire. Avec ça, oui. J'avais oublié, mais tu as raison, c'est vrai qu'on voit des trentenaires, des quarantenaires, musiciens accomplis qui fantasment sur lui. Mais comme il est tellement vieux, il est encore là, et eux, ils arrivent à bosser pour lui, quoi. T'imagines ? Donc ouais, c'est le fan de... Enfin, c'est le héros de beaucoup de monde, John Williams. Moi, j'avais noté là dans mes petites notes, mon premier souvenir avec John Williams, c'est... genre, je l'ai connu, tu sais. C'est dans les années 80. J'étais à New York, écoute, j'étais toute seule à New York. Mes parents m'avaient laissé y aller, j'avais 6 ans. Non, Maman, j'ai raté l'avion, je vois que c'est en 1990. Donc moi, je devais avoir la cassette vidéo, mais un peu après, parce que moi, en 90, j'avais 5 ans, je ne savais pas encore mettre le magnétoscope toute seule. Mais c'est mon premier souvenir avec lui, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Et cette musique fabuleuse. Et Jurassic Park, du coup, à peu près au même moment, parce que Jurassic Park, je pense que je l'ai eu quand c'est sorti. Je ne l'ai pas vu au ciné, mais j'avais la cassette aussi. Donc, je la regardais tranquillement à 8 ans. Par contre, j'ai essayé de la revoir dans mes 25 ans. J'étais enceinte, je me souviens, à 26 ans. Je n'ai jamais pu aller jusqu'au bout de Jurassic Park, j'avais trop peur. Par contre, à 8 ans, il n'y a pas de problème. Les T-Rex peuvent manger tout ce qu'ils veulent, mais après, c'était plus possible. Donc, je me suis contentée d'écouter les musiques. Mais les premiers souvenirs, il faut dire, dans les années 90, ils étaient productifs aussi, tous les deux. Et j'ai été la cible, certainement. Mais alors, la musique de Maman, j'ai raté l'avion, donc réalisée pour le coup, là, par Chris Columbus, c'est vraiment, vraiment une merveille. Même si vous vous dites, même si vous ne connaissez pas peut-être
Maman, j'ai raté l'avion et que le film vous attire pas, la musique en elle-même, tu te dirais pas que c'est pour un film comme ça qui est enfantin et qui finalement a des sujets assez profonds, mais il y a du rigolo, il y a du suspense, il y a de l'émotion. Et puis c'est aussi un film de Noël, donc il y a des musiques de Noël et avec quelques classiques dedans de chants de Noël, notamment Carols of the Bell, là, qui est magnifique. C'est une musique, moi quand je l'écoute, ça me fait des frissons direct. Là, ça ramène vraiment à de l'émotion, à des moments qu'on a vécu, qu'on va tous rattacher ça à quelque chose. C'est la musique de film de Noël un peu. C'est tellement représentatif. Les petits carillons, les petits machins. Les petits carillons. Et du coup, je sais plus si on le voit. Si on le voit, Chris Columbus interviewé, si on doit le voir un petit peu. Parce que du coup, il va insister sur le fait que donc il avait travaillé avec Johnny à ce moment-là, et il va le retrouver sur les Harry Potter. 1 et 2 que Chris Columbus a réalisé, et je savais pas, mais Williams lui est allé à la musique jusqu'au 3. Donc le 3 n'était pas réalisé par Columbus mais par Quaron, que Jean, notre collègue Jean, aime beaucoup, donc on l'embrasse, on lui fait une petite dédicace. Et il est allé donc jusqu'à la musique 3 d'Harry Potter. Ça, c'est pareil, si c'est pas une signature du 21e siècle de taper le thème iconique d'Harry Potter, c'est sur ton CV, ça claque, quoi. Ouais. Et avec quelques petites ressemblances, en effet, avec les clochettes. C'est pour finir avec c'était Maman, j'ai raté l'avion. La clochette magique, un peu candide. Voilà, le carillon, exactement. Le thème carillon, non, c'est en fait d'enchaîner les sagas qui est impressionnant aussi et de toujours être original. Il y a parfois quelques petites ressemblances, c'est sûr, mais c'est peut-être Harry Potter, on se dit bon, nouvelle saga, nouvelle grosse saga, John Williams, et non, ça fonctionne encore. Il trouve le truc et c'est parfait. Et juste avant, tu parlais de JFK parce que il y a quelques minutes qui sont consacrées aux autres réalisateurs quand même. C'était pas que Spielberg. Donc Oliver Stone pour JFK, ou né un 4 juillet. Et puis et juste avant, il y avait la liste de Schindler, on en a parlé. Et d'ailleurs c'est on parlait d'humilité, c'est aussi un film où là on sent que Williams il s'est demandé s'il était à la hauteur. Ce qui est quand même, il y a une citation super là. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est là il s'est dit mais je suis pas sûr d'être capable. Et parce que le film est tellement, pour lui il estime que il est très très fort. Et qu'il s'est demandé s'il allait y arriver. Donc on pourrait dire mais tu es John Williams, hein, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Et là il y a un petit souvenir de Spielberg et de la femme de Spielberg. De la femme, on la voit en interview. Qui explique qu'ils ont écouté les mélodies jouées pour la première fois par Johnny au piano et que ça a été tout le monde en larmes à ce moment-là, parce qu'il avait encore une fois visé juste Johnny. Absolument. Et ce que dit Spielberg de manière crue comme ça, mais crue et rigolote, donc Williams balise, alors que ça fait déjà 20 ans qu'il travaille avec lui, balise en disant il va te falloir un meilleur compositeur que moi pour la liste de Schindler. Et Spielberg aurait répondu je sais, mais ils sont tous morts. Oui, c'est vrai. Et ça, c'était très beau. Voilà. Non, Mozart est mort, Schubert est mort, donc écoute, il ne reste plus que toi, Johnny. Et ça, si c'est pas un des plus beaux thèmes qui te remue les tripes aussi, ça fait partie des films, la liste de Schindler. Je sais pas ce que vous en pensez, les cinéphiles. C'est un peu comme le Tombeau des Lucioles, quoi. Tu le regardes une fois, tu t'émerveilles, tu te dis plus jamais, quoi. C'est une fois, pas deux. Je pense que je pourrais pas le revoir, moi. Je suis contente de l'avoir vu. Ça vaut le coup de voir Liam Neeson, ça vaut le coup de voir cet enculé de Ralph Fiennes, là, qui joue toujours aussi bien les méchants. C'est traumatisant, c'est instructif, surtout en ce moment, mais c'est trop dur. Mais la musique, même quand on l'écoute à part, on n'est pas toujours bien. C'est pas c'est pas un jeu, la musique que t'écoutes. Pas quand tu vas bien, quoi. T'écoutes ça quand tu vas mal, tu vas encore plus mal. Mais bon, le solo de violon de. Il me fait une petite liste de Schindler là, allez hop. Voilà, je me sens déjà mal. Petite dépression saisonnière. On voit un tout petit bout du coup d'une interview de Itzhak, c'est Perlman, c'est ça qui s'appelle le violoniste. Le violoniste, à qui il a fait appel.
Il le connaissait de où? Qu'est-ce qu'il a dit? Il le connaissait comment? J'ai déjà oublié, mais c'était une belle histoire, c'était mignon. Et ils ont retravaillé aussi plus tard sur Mémoire d'une geisha. Mais ça, je l'avais déjà dit dans une autre émission musicale. Mais il a encore fait appel à lui pour un solo de violon bien visible sur une superbe musique, voilà, de Williams encore. Ouais. Non, super. Voilà, un des moments le plus émouvants de Oui, ça avait l'air du sincère. documentaire. Ouais. C'est le souvenir, de voilà, de la naissance de ce thème, évidemment très célèbre. Et puis après, effectivement, on enchaîne sur des choses peut-être un peu moins connues pour le grand public. Donc, tout ce qu'il a fait aussi pour le sport, John Williams, c'est vrai. Voilà, et les Jeux Olympiques, voilà, il y a des génériques de jingles. Il a fait des jingles super célèbres, on ne se rend pas compte, mais aux États-Unis, c'est des jingles de chaînes américaines pour du foot américain qui sont ultra célèbres. Et puis les Jeux Olympiques, notamment le thème d'Atlanta, qui est resté aussi quand on l'écoute. Ça y va de la trompette et du trombone. On reconnaît bien le style un peu grandiloquent et un peu patriotique, évidemment, comme Il faut sauver le soldat Ryan aussi, qui est évoqué. Oui. Qui sont des films très, très puissants, avec parfois des petites sonorités militaires, évidemment. Ouais. Et ça aussi, il sait faire. Voilà. Il sait tout faire. Et puis, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant comme séquence. Dans le côté, en dehors des films, des séries, ça dure pas longtemps. Parce qu'on pourrait se dire, il y a un petit côté, voilà, on passe de film en film. On pourrait critiquer le fait que c'est un petit peu, voilà, il y a pas de, tout le monde est gentil. Et il y a une séquence qui est intéressante, c'est quand Spielberg et Johnny parlent de l'évolution de la musique de film. Et notamment de la disparition progressive, ils estiment, du grand orchestre symphonique dans la musique de film actuelle, et ils y vont même de critiquer les sons électroniques. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, où là, on le sait, il y a parfois, dans les fans de musique de film, des petits fights entre ceux qui sont les pros Williams, les pros, je sais pas moi, Silvestri, des gens comme ça, qui sont vraiment attachés à la musique symphonique, et puis ceux qui utilisent les sons électroniques, et puis en premier lieu Hans Zimmer, qui est un peu le gars qui, lui, et puis tous les compositeurs de son agence, parce qu'il a une agence de musique de film qui compose énormément pour beaucoup de films et beaucoup de séries. Et là, il y a un peu la battle entre ceux qui sont très 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 sound design, comme Zimmer. Voilà, on pense à Dune. Vous voyez bien, on a des grosses basses, un sound design ultra travaillé, mais siffloter un thème de Dune, c'est pas possible. Et puis les motifs musicaux avec des leitmotifs joués par un grand orchestre. Et là, on sent une forme vraiment de sincérité de la part de Williams et de Spielberg, qui sont pas affectés, mais déçus en fait de la manière dont la musique de film évolue. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant d'aborder ce thème-là dans ce documentaire. Je sais pas ce que tu en as pensé. Mais... Ouais. Je me suis dit, c'est le petit moment de boomer, c'était mieux avant. Ouais. Mais quand tu sais le bourreau de travail que c'est, oui, lui, il a la légitimité de dire ça, de dire il faut décortiquer, il faut travailler comme ça. De 4 notes qu'il va te faire au piano pour des thèmes aussi lourds et aussi purs que tous ceux qu'on a pu aborder. Derrière, il y a du boulot, il écrit tout à la main, il le précisait à un moment. Pour le coup, lui, il n'est pas non plus passé aux partitions électroniques qui enregistrent automatiquement ce que tu joues avec des logiciels. Il écrit encore toutes ses partitions à la main, quoi. Et ça, c'est des beaux documents aussi que tu vois à ces moments-là. Tu vois que c'est la vieille école, mais qu'est-ce que tu peux leur répondre à part que oui, ok, puisque ça marche de toute façon. Mais ouais, il est peut-être un peu dégoûté, je sais pas. T'imagines le boulot qu'il fait, lui. Il travaille avec, déjà en termes de composition, de musique orchestrale, et
c'est pas John Williams aujourd'hui à l'âge qu'il a, c'est plus lui qui fait tout. Hein. Faut bien, il y a quand même des gens avec lui qui font des arrangements. Hein. Faut quand même pas déconner. Mais quand même, le boulot est colossal. Il travaille avec des orchestres de 200 personnes. Il crée, mais pour chaque film, 30, 40 thèmes. Donc voilà, c'est un boulot colossal. Et là, sinon, bah, t'as des compositeurs, ils font, je sais pas, tu écoutes Inception ou Batman, et le mec il fait et tout, c'est génial. Non mais c'est incroyable, c'est extraordinaire. Ouais mais non mais c'est cool quoi. Mais le mec il doit se dire c'est sympa, effectivement ça sonne fort, ça résonne. Il y a des c'est une autre culture, Mais bon. Ouais, lui qui a vécu toute cette période, il doit se dire c'est un peu dégueulasse quand le mec il appuie sur son clavier, il fait 2 notes, tout le monde est gaga chier quoi. Bah ouais, mais c'est 2 écoles. Mais bon, c'est deux mondes et puis en plus tout ça, ce sont des séquences de tendance, de mode, et je pense par exemple à l'orchestre symphonique, ça reviendra, et puis tout ça, c'est de toute façon c'est l'histoire de la musique, hein. Notamment dans la musique classique, et tout ça n'est qu'un éternel recommencement. Mais il dit quand même cette phrase quand même qui est forte. La musique est en train de mourir quand même. Il dit cette phrase, Johnny. Oui, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit quand même. Ouais, t'abuses un peu, Johnny. Pas, Johnny, voilà, quand même. Toi, tu es en train de mourir, mais pas tout le monde. C'est un peu de la jalousie là. Et bah c'était la séquence. Alors on en pense qu'on veut, mais au moins qui est pas plate quoi. Il y avait un truc, toi, on peut être d'accord, qui ouvre un débat, et je trouve que c'est bien aussi dans un documentaire, voilà, où à la fin tu puisses avoir ce type de discussion et pas juste dire bon voilà, le mec c'est un génie, on a eu une compilation Spotify et puis c'était sympa quoi. Non, là au moins il y a une séquence quand même qui est intéressante. Moi, j'aurais pu les écouter parler pendant des heures, hein. Ça aurait pu être plus long. Après, ils ont vraiment abordé l'ensemble de la carrière et quasiment des films, mais c'est le format, moi, donnez-moi en plus, il n'y a pas de problème. Mais comme on le disait tout à l'heure en off, c'est quand même un documentaire qui fait déjà 105 minutes, c'est ça? Donc c'est passé tout seul, hein, pour les amoureux de la musique. Il n'y a pas de difficulté technique, il n'y a rien de techniquement inabordable en termes de musique, mais de temps en temps, tu as quand même un petit peu des petits bonbons comme ça techniques sur des instruments, sur des noms de pièces musicales, et notamment à un moment, alors je sais plus, je crois que c'était pour sa femme, tout à l'heure tu l'as abordé, c'est un concerto pour basson qu'il lui a écrit, je crois. Et pas immédiatement, je crois qu'il l'a écrit des années après. Tout à fait. Et dans mes notes, je vois qu'on n'a pas évoqué le fait que son fils, ou un de ses fils, parce que je crois qu'il a 3 enfants, c'est un musicien du groupe Toto. Mais je crois qu'on l'avait déjà dit avant. Je sais plus, c'est le chanteur, je crois. Je sais plus. Je crois que c'est le chanteur, ouais. Ouais. Donc famille musicale à fond. Bah ouais. Et il dit à un moment aussi dans le reportage il le précise, hein, c'est de sa bouche, c'est pas genre Spielberg ou Lucas qui le disent. Il a tenu à faire la musique de tous les Star Wars et de tous les Indiana Jones pour que personne d'autre ne dénature son truc, en fait. Donc il se l'est quand même vachement approprié. Donc Star Wars, déjà en 3 films, puis en 6, puis en 9, même s'il avait peut-être moins la gouache, j'en sais rien. C'est quand même plutôt bien ce qu'il a fait sur la postlogie. C'est mon bébé, quoi. Je veux pas qu'on le dénature. Ok, Rogue One, allez-y, faites-le pour quelqu'un d'autre. Solo, pas de souci, mais il a voulu garder ses petits bébés, ses petits trucs à lui. Et on va pas lui donner tort. Hein. Même si Giacchino a fait un super boulot, nous, on en parle souvent pour Rogue One, ou même dans les séries. Hein, ce qu'on entend dans les séries, c'est très sympa. Voilà, il a voulu se garder ce petit monopole du truc, du genre... touchez pas, allez pas me mettre de la musique électronique, allez pas faire de la merde sur ma symphonie là, hein, laissez-moi ça. Ouais. J'ai trouvé ça pareil, un peu mignon. Ouais. J.J. Abrams est interviewé aussi dans le documentaire. Oui, c'est vrai qu'on le voit lui aussi, ouais. Et qui est un énorme fan de la saga et un énorme fan de John Williams. Donc on peut imaginer se mettre à sa place, de bosser avec lui. Ça a dû être le rêve éveillé. Ouais. Et c'est vrai qu'il a été aussi fidèle à la saga. Il aurait pu évidemment. On avait changé de maison, hein, à ce moment-là pour la postlogie, mais ça a été, je pense, indispensable pour Disney d'avoir John Williams
pour la postlogie quand ils l'ont annoncé. Ça, je pense que voilà, on sait ce qu'il représente pour les fans. C'était essentiel de toute façon de l'avoir. Ah oui, tu t'inscris dans la tradition Ouais. en t'ancrant à des personnages comme ça. Et à un moment, quelqu'un lui a demandé les 2 thèmes dans lesquels il se reconnaît le plus sur l'entièreté de son travail de musique de film. Il a dit que c'était le thème de Yoda et le thème de Flight Over the Moon de E.T. Voilà, je tenais à le préciser. Donc il y a un peu de Star Wars dedans, voilà. Ouais. Un des 2, c'est du Star Wars. Il y a plein de gens qui aiment bien le thème de Yoda. Et ça se termine le docu aussi sur un peu de Star Wars, puisque on avait parlé du Boston Pops, le fait qu'il aimait bien se retrouver face à la foule et diriger un orchestre, donc face à un public. Et ouais, ça se termine un peu là-dessus, sur les concerts au Hollywood Bowl. Il en fait régulièrement, donc devant plus de 15 000 personnes. Et donc des concerts. Ah oui, on voyait tous les sabres là. Voilà, ouais, où on voit tous les sabres. C'est assez connu maintenant. Hein, voilà, certains diront que c'est devenu un peu commercial. Hein. Avant l'entrée on voyait les vendeurs de sabres là, c'est assez rigolo. Et donc Hollywood Bowl et toutes les générations des personnes qui ont connu la saga originelle, des jeunes, des plus anciens, tous les publics qui se réunissent pour écouter les musiques de John Williams, qui démarre par la marche impériale d'ailleurs. Son concert, les gens sont fous. Les gens brandissent leurs sabres laser lumineux dans les gradins, et ouais, c'est assez impressionnant en fait, ce type d'image où là on voit vraiment que le gars il a accroché plusieurs générations et qu'il fait venir dans un stade quasiment une foule prêt à l'écouter et passionnée de musique classique. C'est bien ce qu'on disait, il a accroché toutes ces personnes là, et voilà, c'est tout à son honneur. Surtout que de mobiliser la foule sur une ambiance concert, et pas petit concert musique de chambre, voilà, dans une pièce, une salle un peu capitonnée, mais dans des trucs en plein air. On voyait ce que tu décris là, il me semble que c'était en plein air à un moment. C'est pareil, ça c'est l'évolution. Voilà, ils critiquent des fois un peu l'évolution, mais eux-mêmes ont apporté une évolution à ce monde un peu fermé de la musique symphonique. De te mettre ça en mode un peu foire, c'est un peu plus le bordel, mais putain que c'est de la vulgarisation de musique, et musique classique a fortiori, pour les gens qui n'en auraient jamais écouté sinon. Il y a un an, j'étais allée à un concert Disney à Paris, genre les 100 ans de Disney, un truc comme ça, ouais. Et dedans, t'avais toutes les musiques Disney iconiques de dessins animés, moi, qui m'ont bercé mon enfance en cassette vidéo VHS, les princesses et compagnie. Mais évidemment, vu que c'est Disney, on a eu de la postlogie, on a eu Patrick Fiori qui est venu nous chanter la musique de Mulan en direct, s'il te plaît. Oh la chance! Et là, ouais, non, mais excellent. Oh là là! Mama Corsica, trop bien. Non, mais franchement, il a trop bien chanté, c'était génial. Patrick, on l'adore. Tous les Patrick, on les adore. Exactement. Tous les Patrick qui font de la musique. Ouais. Tout à fait. Big up à la Corse. Exactement. On a eu Kenji aussi. Bon, là, j'ai moins kiffé. Qu'est-ce qu'il a chanté d'ailleurs, lui? Je ne sais plus. Attention, bon, bref, c'était un public diversifié de filles comme moi des années 80 qui étaient là pour les princesses, de beaucoup plus jeunes, parce qu'on a eu La Reine des Neiges, on a eu évidemment du Roi Lion. Donc là, le Roi Lion, pour le coup, c'est Zimmer, mais avec les chanteurs qui chantaient les chants là en africain, en swahili, c'était génial. Et il y a des moments où la foule s'énervait un petit peu plus, tu vois, parce que c'était dans une grande salle, c'était à la Défense. Et au moment de Star Wars, il y avait vraiment une ambiance, quoi, tu vois. Même ma pote qui était avec moi, qui regarde pas du tout les Star Wars, elle me dit « Ah, c'est cool, c'est ta musique, c'est pour toi ». Et ça envoyait, quoi, ça envoyait du lourd. C'est comment dire, fédérateur. C'est source d'enthousiasme, de musique, d'émotion. C'est toujours bien ça, et ça c'est ça l'avenir, c'est d'essayer de capter tous les publics via le cinéma, que ça commence à galérer un petit peu à faire, mais la musique, ça sera toujours un lien, parce que tu peux écouter un peu ta musique, voilà, en parallèle chez toi, tu peux t'écouter un titre de Williams comme un album, comme 10 albums, tout le monde peut y accéder à ça, ça sera toujours fédérateur, ça, tant qu'on y a accès, c'est merveilleux. C'est clair.
Ça m'a redonné envie de voir plein de films. Moi, j'en ai remis dans ma liste, ou certains que j'avais jamais vus même. Il y a plein de Spielberg que j'ai jamais vus. Je me disais, ah oui, c'est vrai. Je connais la musique de Williams et en fait, j'ai jamais vu le film, donc il faut se remettre dedans. Et puis Tiens, je vois qu'il... Oui, ça vas-y, fait pardon. partie. Non, mais ça fait partie de nos vies, tu vois. Avant d'enregistrer, tu sifflotais Oui, il y la a Jurassic Park. mélodie de Jurassic Park, et je pense qu'on est nombreux auditeurs ou évidemment autres à siffloter du John Williams sous la douche ou n'importe quand, régulièrement en fait, parce que ça fait tellement partie de nous, c'est tellement des choses qui nous ont marqué quand on était petit, regarder ça sur nos VHS ou autres, que ouais, il y a une part de nostalgie aussi, je pense, qui est totalement assumée, parce c'est que subjectif dans ces mais cas-là, c'est mais normal. chacun a son truc. Parce que Du chaque coup, musique correspond à enfin, chaque film ou chaque musique qu'on a écouté à un moment, bah, voilà, ça marque une période, ça marque un moment de sa vie. Et quand on y repense ou quand on y réécoute la musique, évidemment que ça nous renvoie à des choses du passé. Faut pas non plus, parce qu'il peut parfois y avoir un peu de critique sur le fait de, voilà, ça sert à rien de regarder, toujours le passé et brûler un peu nos héros de jeunesse. Mais n'empêche, c'est juste humain, je pense, d'être envoyé régulièrement à la nostalgie. mais c'est une Madeleine de Proust, c'est juste pas l'odeur ni le goût, c'est le bruit, quoi. Et alors, du coup, je lance un appel aux gens qui voudraient nous dire en commentaire quelle est pour vous la musique iconique de Williams. Et même si on est sur une chaîne de Star Wars, on vous en voudra pas si c'est pas un thème de Star Wars. Dites-le nous, essayez d'en garder une, parce que je vois bien les gens mettre. Alors, moi, je mettrais celle-ci, mais à égalité avec celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Non. Mettez-nous en une, expliquez-nous en 2 mots pourquoi, si vous voulez, pourquoi ça résonne en vous. Ça m'intéresserait grandement de les lire. Appel aux commentaires et aux likes. Faites-nous ça, s'il vous plaît. Ça, on en débriefera. On fera sous forme d'un sondage, ou enfin, on fera une étude, on fera un livre même. Ouais, on va faire peut-être un livre, et ça serait pour savoir si c'est des raisons techniques, musicales, je sais pas, mélodiques, personnelles, professionnelles. Non, aucun sens. On va avoir de tout. Mais On voilà, va avoir des réponses comme ça. plein de raisons qui peuvent être très, très, très différentes, je pense. Ouais. On va aller faire un peu de propagande pour que les gens écrivent ça en commentaire. Ce qui nous aidera grandement au référencement de cette vidéo, n'est-ce pas? Tout à fait. Je voudrais finir sur une citation du grand Johnny Williams. Donc oui, Johnny, parce qu'en fait, à un moment, quand il a commencé à devenir un petit peu plus, à peser un peu dans le game, quelqu'un lui a dit, tu peux pas t'appeler Johnny, ça fait pas clean, il faut que tu changes ton nom, donc il a mis John. Ce qui est, c'est vrai, tout de suite un petit peu plus smart. Et sinon, il s'appelle vraiment Johnny. Donc le gentil Johnny dit à la fin du reportage, la musique, c'est comme la respiration, elle nous supporte, nous soutient et nous fortifie. C'est une phrase que je trouve tout à fait juste. Et toutes les personnes qui font de la musique ou qui en écoutent 18 heures sur 24 comprendront certainement ce que je ressens à la lecture de cette phrase. Très bien, tu peux lâcher le micro et puis Allez, c'est tout pour moi. Non, c'était une très bonne conclusion. Merci. Et oui, ouais, tout à fait. Donc, on est plutôt content de ce documentaire ou pas alors? Oui, on est tout à fait content, absolument. Voilà. Ça change et ça peut parler à tout le monde, mais quand même, il faut quand même être assez fan de musique de film. C'est pas 1h30 de perdu, ça peut se couper en plusieurs fois. C'est donc sur Disney+. Et c'est quoi le titre? C'est Music by John Williams. Voilà, en toute simplicité. Voilà. Toute simplicité. Le recordman d'Oscar aussi, on en parle un petit peu de ses récompenses, et je pense qu'il sera difficilement battu. Et puis, bah voilà, c'est vrai que la composition, j'arrive pas, je dis un dernier truc, mais dans la composition, c'est toujours ce qui semble le plus facile. C'est vraiment la petite mélodie entêtante, même avec peu d'accords. En fait, c'est ça le plus difficile à faire. Et on a l'impression, la chose qui paraît le plus simple et le motif musical le plus simple mais entêtant, c'est toujours ça qui est le plus difficile à faire quand on est musicien. Et John Williams, voilà, il a capté ça, et c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le GOAT, pour redire un mot un peu jeune. Bah oui, c'est savoir faire ça en 2 secondes, bien sûr. Donc il a eu 5 Oscars.
Combien d'Oscars John Williams a-t-il reçu? 5 Oscars remportés pour la musique de Un violon sur le toit, Les Dents de la Mer, Star Wars, E.T. et La Liste de Schindler. Alors, Un violon sur le toit, je ne vois pas, mais en effet, tous les autres, c'est des bangers. Il a eu 24 nominations, je crois. Il ressort souvent, même dans des films qui ne font pas parler longtemps, lui, il ressort. Voilà, voulais-tu ajouter autre chose sur... Non, on vous encourage à regarder ce documentaire. Voilà, pour les fans de Star Wars, mais pour les fans de musique de film de John Williams, c'est facilement accessible en plus sur Disney+. Voilà, c'est au-delà de... On disait que le réalisateur était dans le making-of. Là, on est quand même dans quelque chose d'un peu plus conséquent, d'un peu plus travaillé quand même, qu'un simple making-of qu'il a plus l'habitude de faire. Là, on est sur un vrai documentaire qui a d'ailleurs reçu très récemment le prix du meilleur documentaire musical aux Critics' Choice Awards. On verra s'il a d'autres prix, ce docu. Mais non, super intéressant à regarder, évidemment, pour tous les fans de John Williams. C'est indispensable. Parce que je pense qu'il y a quand même des petites choses, notamment dans les commentaires de Johnny au piano, qui sont peut-être nouveaux pour les admirateurs. Et pas mal d'images d'archives. Peut-être pas inédites, mais en tout cas compilées et facilement accessibles. Tout à fait. Eh ben, sur cette émission musicale, mais sans musique. Pour une fois, vous avez vu, on ne vous aura pas inclus les extraits. Malheureusement, ça aurait représenté beaucoup d'extraits de travail. Donc, allez les écouter en parallèle si vous voulez. Et n'oubliez pas de nous soutenir en mettant un petit like si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube. Si vous l'écoutez en podcast, mais que vous avez la possibilité de retourner vite fait sur YouTube, mettre un petit like, c'est gratuit en plus, ça nous aide beaucoup. Abonnez-vous, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Star Wars en direct podcast sur Facebook, SW en direct sur Instagram et SW en direct.bluesky.social sur le réseau du Papillon Bleu. Nous avons également un Discord très accessible, très sympa, comme d'habitude, où je continuerai à poser la question de quelle est votre musique préférée de John Williams. Donc venez nous y rejoindre si vous voulez interagir avec nous, avec les membres de Star Wars en direct qui sont sur Discord. Tous n'y sont pas parce qu'il y en a qui sont trop vieux, tout simplement. Je plaisante. Par exemple, Tom, il est jeune et il n'est pas dessus. Non, c'est pas unique. C'est pas le seul critère. Nous, on est dessus. Nous, on gère. Nous, on est bien. Voilà. Venez nous rejoindre en direct. Star Wars en direct sur Discord. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était un plaisir, cher Fred, d'avoir fait cette émission avec toi. Toujours un grand bonheur. Merci à toi. Pour l'amour de la musique, pour l'amour de Star Wars, pour l'amour de nous, du love. Voilà. Ils sont moches, mais que voilà. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, drop mic. Bye. Ciao. Les amis, bonne soirée. À bientôt. Bye bye.